Ne sois pas surpris. Ça part pas genre... Là, c'est... C'est pour que ça monte par palier comme ça. Et après, on passera sur le... Avec La Belle Bleue, ça fait de nombreuses années que nous travaillons ensemble. Tous les disques sous mon nom, je les ai réalisés pour La Belle Bleue. Les directeurs ont changé, les personnes qui s'occupent de La Belle Bleue, évidemment, au cours de toutes ces années ont changé. Moi, je suis toujours là. Et grâce à toutes ces personnes qui se sont succédées, j'ai pu travailler en totale liberté. Le Label Bleu a une histoire par rapport à la Maison de la Culture. C'est une personne, donc, qui est Michel Aurier. Et Michel Aurier, en fait, a été dans la Maison de la Culture, en fait, un animateur qui travaillait donc sur le jazz, et il avait créé le festival de jazz à Amiens. Et donc, le directeur de l'époque, qui était Jean-Marie Lotte, en fait, lui a comme donné une mission, en fait, et donc a accepté le fait de produire des disques. Donc cette production de disques s'est amplifiée. Michel Aurier a créé, en fait, du coup, avec l'accord de Jean-Marie Lotte, le Label Bleu. Et là, je pense que Michel Aurier, qui avait un lien extrêmement étroit, fort, je crois, avec le maire de l'époque, qui était Gilles de Robien, il a réussi à le convaincre que de la chance pour Amiens d'avoir un label de jazz voilà, unique dans cette ville. Et pour que ce label ait du sens, il fallait aussi qu'il y ait un lieu d'enregistrement. Et donc un bâtiment était construit lors de la rénovation de la Maison de la Culture. Et ce bâtiment était dédié entièrement au Label Bleu. Et voilà, et cette maison vraiment, je pense, cette annexe à la maison a été vraiment construite dans une époque aussi. Et voilà, je pense avec un directeur pour qui c'était important, mais aussi avec un maire qui était complice et qui avait compris que le label, c'était une identité, une image pour la ville, c'est une carte de visite. On a un catalogue de 250 albums. Aujourd'hui, même, moi j'ai personnellement une certaine fierté d'avoir quand même réussi à sauver ce catalogue qui est magnifique, qui est quand même un des plus beaux catalogues de jazz de l'histoire du disque en France, je pense, et d'avoir réussi à redémarrer. Là encore, je dirais, on a eu une aide. On est toujours resté proche de quelqu'un qui travaillait beaucoup avec le Label Bleu, qui est Philippe Tessier-Ducrot. Et quand on a pris cette décision de remettre en état le studio, Philippe a été d'un conseil extrêmement précieux. Ici, on se trouve au studio Gil Evans, à Amiens. Il a fait l'objet de travaux et de rééquipements. Et c'est aujourd'hui le second disque que je fais dans ces nouvelles conditions, et en l'occurrence, cette fois-ci, avec le prochain disque d'Henri Texier, qui est un des acteurs emblématiques du label. Il y a eu deux types de travaux dans ce studio. Il y a eu des travaux de type architecturaux. Là, le parquet a été refait, ce qui est quand même un geste extrêmement important. D'abord parce qu'il est plus beau, ensuite parce qu'acoustiquement, je pense qu'il est supérieur. Il a été rééquipé sur le plan technique. La console a été révisée, recapée. Tout un tas de pièces ont été révisées et remplacées. Et là, on a investi dans un système de chez Merging Technology, plus connu sous le nom de Pyramix, avec les derniers convertisseurs de la marque, une assez grosse configuration, 48 in, 48 out, qui est un système qui m'enchante absolument, car je pense qu'à l'heure qu'il est, du moins dans les domaines qui sont pratiqués dans ce studio, qui sont essentiellement à vocation enregistrement, certains diront captation, probablement ce que moi j'ai entendu de meilleur en termes de système convertisseur préampli micro. Et c'est vrai que le premier projet que j'ai enregistré ici avec cette nouvelle configuration, c'est un big band
dans lequel j'ai pu travailler en utilisant des systèmes microphoniques permettant la profondeur, permettant une grande dynamique, avec un résultat qui m'enchante, d'autant que moi j'utilise beaucoup des systèmes d'enregistrement fondés sur le positionnement des microphones, donc, et j'avoue que l'alliance des convertisseurs plus des préamplis dans la conception électronique de très très grande proximité me semble être un atout relativement à la qualité des timbres, la transparence et la dynamique. Philippe Tessier-Duvaux, donc, depuis que ce studio a été créé, j'enregistre avec lui. Et il se trouve qu'on s'est particulièrement bien entendu. On a eu aussi des moments un peu difficiles, on a eu voire même des antagonismes certains. Mais la musique a toujours primé. Ouais, c'est ça que j'aime. C'est que la reprise des sax, elle est belle. Pour moi, ce sont des musiciens, mais qui travaillent sur la musique, non pas pour t'imposer un paysage sonore, un univers sonore, leur univers sonore, mais au contraire de mettre en valeur et de participer à la réalisation de ton univers sonore. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'idée préconçue et ils cherchent avant tout à faire en sorte que mon univers sonore apparaisse. Très bien, je vais te montrer un peu l'esprit du studio. Donc tu vois, c'est un grand volume avec la lumière du jour, c'est quand même bien, très bien même. Voilà, tu vois, l'acoustique très vivante, beaucoup de bois, une partie absorbante au fond, une partie réfléchissante là. Un parquet tout neuf, en chêne. Alors il y a des rideaux parfois qui me sont utiles quand je veux un tout petit peu moduler l'acoustique. Là par exemple, j'ai un peu mis les rideaux parce que sinon j'ai un peu de dureté au niveau des cuivres dans les repises dans la basse. Donc ça me permet de moduler très subtilement. Quelques panneaux. Il y a deux cabines. Donc là il y a une cabine où il y a une batterie que je laisse plus ou moins ouvert suivant ce que je cherche. Là, en l'occurrence, elle n'était pas complètement fermée. J'aime assez ça. Ça me permet de moduler vraiment. Il y a une cabine là-bas. Petite cabine. Hein, là où j'ai mis les amplis. Il y a une cabine plutôt acoustiquement plutôt sèche. Là, il y a des locaux. Des fois, ça me permet d'isoler des amplis quand j'ai besoin. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce studio, c'est que je peux mettre tout le monde ensemble assez aisément. Et même, j'ai fait des séances ici avec beaucoup de musiciens ensemble, rassemblés très proches, avec parfois même pas de casque. Ce qui est quand même super. Les musiciens s'entendent bien. L'acoustique est vivante, pas trop réverbérée, mais avec de la vie. Voilà. Alors, le système d'enregistrement, c'est le système récemment acquis de chez Merging. Donc le bloc convertisseur Cusper Ampli se trouve directement dans le studio. Donc les micros, je les branche directement dedans. Et ils partent vers l'ordi en câble réseau. Et c'est vraiment un système qui m'enchante. Qualité préamp convertisseur assez exceptionnelle qui permet vraiment de profiter pleinement de la vie de cette acoustique. De bien entendre toutes les petites choses, les premières réflexions, tous les petits détails, toutes ces choses-là, la profondeur. C'est un studio qui a beaucoup d'âme, les musiciens, il y a beaucoup de disques qui ont été enregistrés et les musiciens sont toujours en général très contents d'y revenir parce qu'il y a les souvenirs sont un peu inscrits dans les murs. Il se trouve qu'on a choisi de travailler, et c'est assez propice à la musique de jazz, mais c'est aussi quelque chose de très dangereux, de travailler en open space, comme on dit dans les burlingues, c'est-à-dire qu'on enregistre dans les conditions du direct. C'est-à-dire qu'ici, dans ce studio qui sonne magnifiquement bien, qui a été construit pour la Belle Bleue, c'est un endroit qui a été conçu formidablement bien et dans lequel on peut enregistrer d'une manière libre au niveau des résonances. Et
c'est propice à la musique de jazz parce qu'on est vraiment, on dépend les uns des autres, on fabrique la musique tous ensemble et donc on a vraiment la sensation des uns avec les autres. On ne se retrouve pas coincé dans des cabines, dans des petites... il y en a dans le studio, il y a deux grandes cabines dans lesquelles on peut isoler certains instruments un peu trop encombrants ou dont les fréquences sont compliquées à mélanger avec les autres instruments. Mais tout est ouvert. Alors la difficulté, c'est qu'il faut être bon tous ensemble. Il faut être bien préparé, très concentré et puis être en bon état, quoi. Parce que si on est en état de faiblesse, on a du mal à se réaliser et du coup on met en péril tout le travail des autres. Et en plus, quand on imagine que la musique de jazz c'est une musique avec des prétextes écrits, et puis ensuite c'est tout, enfin, en ce qui me concerne surtout, il y a des gens qui écrivent beaucoup la musique de jazz. Moi j'écris des prétextes de manière à ce que les musiciens que j'invite à jouer avec moi puissent s'exprimer au maximum, qu'on puisse partager quelque chose. Et ce sont des successions d'improvisation. Ici, il y en a 2, 3, 4 qui sont bonnes, et puis que le 5e est pas bon, il faut tout recommencer. Et là, ça commence, ça peut devenir... J'ai eu participé à des séances qui viraient au psychodrame, parce que ça ne fonctionnait pas. Enfin, donc c'est une difficulté tout en étant quelque chose qui participe à la manière de faire apparaître cette musique. La spécificité de la musique enregistrée oblige, et c'est un peu la spécialité du studio et un peu la mienne, c'est d'enregistrer tout le monde ensemble, donc de faire des prises de son que d'aucuns diront à l'ancienne. Pour moi, ça n'a pas grand sens à l'ancienne ou pas à l'ancienne, c'est tout simplement enregistrer la musique au plus près de la manière avec laquelle elle est créée en général, c'est des gens qui s'assoient, qui se mettent en rond et qui jouent, quoi. Pour des raisons aussi d'échange d'énergie musicale, artistique, poétique, ces gens-là jouent ensemble pour profiter de l'interaction. Donc évidemment, l'acoustique permet de mettre beaucoup de micros en place, de gérer ce qu'on appelle les repisses, ce qui donc crée la couleur à mon sens dès lors qu'on est dans une acoustique prévue, ce qui est le cas ici. Le studio a une acoustique qui a été créée par un monsieur qui s'appelle Éric Vivier, et le studio a été conçu dans l'idée d'avoir plusieurs personnes, musiciens, qui jouent ensemble en même temps. Ça n'empêche pas qu'il y a des cabines qui permettent d'isoler certains instruments quand le besoin s'en fait sentir, mais j'aime, dans la mesure du possible, enregistrer les gens au plus près, et l'expérience qu'on a fait récemment avec ce big band, je les ai tous mis ensemble sans casque, et ce studio m'enchante pour ce possible-là. Et les musiciens en général apprécient ça parce qu'ils sont totalement libérés des affres du casque dans ce genre de cas-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui par exemple. Si tu enregistres une batterie avec une contrebasse, entre autres, qui sont des instruments qui acoustiquement au naturel ne sont pas réellement faits pour travailler ensemble, même si l'histoire aurait tendance à prouver le contraire, mais on est quand même obligé d'isoler la batterie si on veut un tant soit peu de contrebasse acoustiquement naturelle, pour des raisons de proportion de niveau sonore. Par contre, le big band, c'est intéressant parce que on peut, quand on s'assoit devant un big band, pour peu que les musiciens jouent bien, entendre l'ensemble de la prestation musicale de façon assez équilibrée. Je suis l'assistant du directeur à la Maison de la Culture. Depuis 2 ans maintenant, c'est vrai que Gilbert Fillinger m'a donné cette mission de travailler spécifiquement sur le label bleu avec la volonté de conserver le lien que nous avions avec des artistes historiques du label comme Henri Texier, David Krakauer, et d'amener une nouvelle génération de musiciens. Elle arrive dès cette année, dès 2015, puisqu'on a quand même déjà enregistré des gens comme Thomas de Pourquerie. On s'apprête à travailler avec Édouard Perrault, le batteur qui est dans plusieurs projets aujourd'hui. On aura également Daniel Zimmerman
le tromboniste. Donc on est dans un travail qui fait le lien entre l'histoire du label et une volonté d'avancer maintenant aussi avec les musiciens qui occupent la scène actuellement. Moi, à mon arrivée à Amiens, en fait, Michel Laurier était parti, et il y avait un directeur du label qui avait une forme d'indépendance. Hein. Donc moi-même, c'était plus un travail de collaboration. J'étais l'actionnaire unique et lui, il était le gérant de cette société. Elle était extrêmement déficitaire. Voilà. Donc ce déficit a amené à repositionner en fait ce label et de le réintégrer dans la Maison de la Culture pour payer ce déficit, puisque c'était le seul moyen. C'était ou un dépôt de bilan du label, mais on ne peut pas, quand on a l'ambition, telle que la Maison de la Culture, d'être une maison de production, d'aider les artistes, simplement du jour au lendemain de se dire on dépose le bilan, donc personne ne touche rien, tout le monde perd ses droits, et puis tout ça, ça part je ne sais où, un peu n'importe où. Et donc moi j'ai pris cette décision, donc en accord avec mon conseil d'administration et mes tutelles, de en fait réintégrer le label dans la maison et de m'en occuper. Voilà, un des personnages en fait, clés de la reconstruction de ce qui permet au label aujourd'hui d'être ce qu'il est Jean-Marie Salani, c'est-à-dire au moment de la crise, au moment où on découvre la dette, au moment où en fait nous-mêmes on n'avait ni la compétence ni le savoir pour reprendre les choses en main. Je travaillais avec mon administratrice Brigitte Perrin et c'est là que Jean-Marie Salani, qui je pense est un personnage clé dans l'histoire du Label Bleu, nous a fait une proposition, c'est celle de nous accompagner. Et c'est ce qu'il a fait de façon exemplaire pendant de longues années, c'est-à-dire aussi bien au niveau de la distribution des disques, mais également sur toute la question des éditions. Donc qu'il faisait déjà auparavant. Mais là, ce qui est essentiel, c'est qu'il nous aidait aussi dans la distribution de ce qu'on avait en catalogue, mais aussi de ce qu'on allait produire dans le futur. Et parallèlement à ça, ce qui n'était pas du tout dans ses obligations, il nous a appris ce métier, c'est-à-dire il nous a appris à savoir comment les choses fonctionnaient, à qui il fallait s'adresser, et ça c'était extrêmement précieux, puisque sans lui, on n'aurait jamais pu tenir et continuer à exister, puisqu'on n'en avait pas, en toute honnêteté, la compétence. Et son intervention, je pense, a sauvé le Label Bleu. Le fonctionnement du label aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaie vraiment de faire, c'est qu'on produit, mais ces productions, elles sont financées par des aides qu'on reçoit, hein, mais ça, tout le monde peut avoir accès à ces aides, et c'est aussi notre catalogue, la vente de ce catalogue, les éditions qu'on a des artistes, qui permettent, si vous voulez, de financer les nouvelles productions. J'ai un regard sur absolument tout, sur les conditions d'enregistrement, sur le calendrier des sorties d'albums, sur évidemment le choix des musiciens avec lesquels je travaille, évidemment le choix des musiques que j'imagine pour chaque album. C'est tout le mal que je souhaite à tous mes camarades et collègues musiciens de jazz et musiciens tout court de pouvoir rencontrer un label où ils puissent se sentir aussi... C'est-à-dire que le fait d'avoir cette liberté totale, j'ai l'impression, ça me donne vraiment le sentiment d'être un artiste. Ça doit être l'argent du contribuable qui soutient ce label musical qui, comme je disais à l'instant, vit à l'intérieur de la Maison de la Culture d'Amiens. Moi, je fais très très attention à ça. Je ne vais pas, sous prétexte que j'ai un magnifique studio à ma disposition, avec un ingénieur du son exceptionnel, de me répandre, de dire ouais, bah, voilà, il me faut 8 jours, 15 jours, ad libitum dans le studio, parce que je vais imaginer des trucs, réfléchir, me laisser inspirer. Bah, non. Quand j'arrive en studio avec mes camarades,
On sait exactement ce qu'on va faire. Moi, mais j'ai tout est écrit là derrière moi, les plans des morceaux, etc. Je rate pas une occasion d'aller écouter mes camarades musiciens. Et là, je découvre des personnes, des musiciens, des sons, des manières de s'exprimer, etc. C'est le cas de Armel Dupas, qui est le nouveau venu, mais aussi de Nguyen, le guitariste, que je connais depuis très très longtemps, mais avec lequel j'ai jamais joué dans mon contexte, dans mon espace. Et en ce qui concerne Armel Dupas, je l'ai entendu dans un club en province, au bord de la mer, en Vendée, dans un bistrot musical où il est venu jouer avec des amis à lui. Et j'ai été très impressionné tout de suite. Cette musique s'est révélée à moi, j'étais très très jeune, j'avais 10-12 ans. Et depuis, les Québécois, ils ont un terme assez rigolo qui dit « je suis pogné », quoi. Et ça m'a jamais lâché. Un musicien de jazz, le fait qu'il soit en compagnie de certains musiciens, ça change complètement son approche. Et donc, c'est aussi un peu comme les musiques ethniques ou les musiques folkloriques, c'est-à-dire toutes les générations sont mélangées aussi. Et il y a vraiment un travail de transmission. Puis il ne faut pas oublier que c'est une musique qui vient de l'Afrique, qui est pour moi à part égale entre la tradition orale africaine et la tradition écrite occidentale, enfin européenne. Et donc, cette tradition orale, elle est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on peut écrire tout ce qu'on voudra. D'ailleurs, la plupart du temps, les musiciens de jazz, quand ils veulent vraiment s'exprimer sur une mélodie ou sur un détail musical qu'ils ont écrit sur du papier, ils vont se mettre à le chanter pour pouvoir vraiment faire entendre ce qu'ils préfèrent comme phrasé, comme expressivité. Ok. Ce qui est important, c'est la spécificité de la Belle Bleue comme entité d'une maison de la culture. Une maison de la culture, c'est une maison qui est pensée comme un lieu de création et de production. C'est important dans le projet global qu'on défend dans cette maison que la Belle Bleue fonctionne un peu sur le même schéma, c'est-à-dire qu'on n'est pas une major, bien entendu, on est un label dans un établissement public, que notre travail est tourné vers la défense en quelque sorte d'une excellence artistique, que le choix des artistes de label se fait dans cette démarche-là. On est là pour les soutenir, on est là pour les accompagner et on joue un peu notre rôle entre parenthèses service public, mais on a cette mission-là, cette vocation-là qui est quand même importante dans le label.